Mon ex est meilleur que toi au lit, alors je te quitte, a dit ma femme après 11 ans. Quand elle. Le son de sa fourchette tapant contre la porcelaine était rythmé. Trop rythmé, comme si elle créait du suspense juste pour savourer le moment qu'elle avait planifié depuis des jours. Méline leva lentement les yeux, son regard d'acier poli. Puis les mots sont venus. Froid, précis. Mon ex, dit-elle avec un léger haussement d'épaule, était meilleur au lit. Elle sirota son vin avec un sourire en coin, lentement, délibérément, comme si elle goûtait à sa propre cruauté. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quelque chose dans ma poitrine s'est effondré. 11 ans, et c'est comme ça qu'elle voulait terminer le dîner. Une phrase qui réécrivait tout. J'ai baissé la main, posant doucement la fourchette. C'est drôle, dis-je, ma voix basse et stable. J'ai connu des filles meilleures que toi aussi. Je ne les ai pas épousées. Je ne l'ai pas regretté. Une lueur a traversé ses yeux. Brève, mais suffisante. Méline se pencha en avant, les coudes sur la table, ses ongles rouges traçant des cercles sur le pied de son verre. Tu ne fais que prouver ce que je dis, dit-elle avec un calme venimeux. Toujours si obsédée par le fait d'être le meilleur. Peut-être que si tu avais passé plus de temps à essayer de me comprendre et moins à être stratégique, nous n'en serions pas là. J'ai eu un rire sans joie. Stratégique ? C'est fort de café venant de quelqu'un qui vient d'utiliser son passé comme une arme lors d'un dîner du mardi soir. Quel est ton but ici, exactement, Méline ? Me faire ou tout simplement te rappeler que tu as encore du pouvoir ? Elle pencha la tête. Je n'ai besoin de me rappeler de rien. Tu le fais pour moi chaque fois que tu entres dans une pièce comme si tu étais la victime. S'il te plaît, tu ne m'as pas touché depuis des semaines parce que tu as cessé d'être une partenaire pour devenir une concurrente, ai-je lancé. Avant, nous étions une équipe. Maintenant, j'ai l'impression de dormir à côté d'une avocate qui prépare une déposition. Les lèvres de Méline se retroussèrent. Peut-être parce que tu traites notre mariage comme un contrat. Et peut-être, dis-je doucement, que c'est la seule chose intelligente que j'ai jamais faite, signer ce contrat de mariage. Son regard s'aiguisa. Je l'ai vu, la minuscule fracture dans son assurance. Elle se leva. Tu crois vraiment qu'un bout de papier démodé te sauvera de ce qui t'attend ? Je me suis levé aussi, à sa hauteur. Non, mais il s'assurera que tu n'en profites pas, elle jeta sa serviette sur la table. Tu veux la guerre, Eric ? Très bien, ayons-la. J'ai souri alors, sans bienveillance. Tu as choisi le champ de bataille, Méline. Je ne fais que m'équiper. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes, respirant l'hostilité feutrée entre nous. L'air semblait plus rare que d'habitude, tendu autour de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis elle a tourné les talons et s'est éloignée, ses talons claquant comme des coups de feu dans le couloir, une bouteille de vin se balançant nonchalamment dans sa main. Elle n'a pas claqué la porte cette fois. Elle n'en avait pas besoin. Le mal était fait. Je me suis rassis, seul à table. Les bougies vacillaient sur la nourriture intacte et le silence qui se refroidissait. Ma poitrine ne me faisait plus mal. Cette partie de moi était devenue insensible. Elle pensait qu'elle m'avait déstabilisé ce soir. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est clarifier quelque chose que j'évitais. Je n'avais pas le cœur brisé. Je me préparais, car ce n'était pas seulement une trahison. C'était une provocation. Et j'allais y répondre en conséquence. Le lendemain matin, je suis entré dans un bâtiment où je n'avais pas mis les pieds depuis près de 5 ans. Des vitres du sol au plafond, le genre de bureau élégant du centre-ville où l'on s'attendrait à une légère odeur d'acajou et d'égo. Au lieu de ça, ça sentait le café. Fort, fraîchement moulu et réconfortant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Patrick attendait déjà. Son costume était taillé sur mesure, mais sa cravate était desserrée et son sourire était le même qu'à l'université. Moitié vif, moitié amusé, comme si le monde ne le surprenait jamais. Tiens, si ce n'est pas l'homme que j'ai prévenu il y a 11 ans, dit-il en se levant de derrière son bureau. J'ai esquissé un sourire. Il s'avère que ce contrat de mariage dont tu insistais que je n'avais pas besoin pourrait bien m'avoir sauvé la vie. Il a ri en versant du café dans 2 grosses tasses en céramique. Il n'écoute jamais avant d'y être obligé. Tu devrais voir les emails que je reçois à minuit. Soudain, tous les hommes heureusement mariés veulent revoir de la paperasse. J'ai pris le café et me suis assis en face de lui, laissant le silence s'étirer un moment. Il a attendu.
Il avait toujours eu ce don, te laisser parler quand tu étais prêt. C'est pour ça qu'il était dangereux au tribunal. Il ne gaspillait jamais ses mots. Ça a commencé, ai-je finalement dit. Méline a franchi une ligne hier soir. Il n'a pas demandé laquelle. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de ça, il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher des fichiers. Tu as toujours la copie originale scannée que je t'ai envoyée, celle qui est signée. J'ai hoché la tête. Sauvegardé 3 fois. Email, cloud, copie papier dans le coffre-fort à la maison. Elle pensait que c'était juste du théâtre paranoïaque. Tu te souviens de ça? Bien sûr, a-t-il souri. Elle a dit que ça tuait la confiance. J'ai dit que c'était une police d'assurance. Elle a failli ne pas signer, ai-je ajouté. Elle a essayé de s'en sortir avec une blague au palais de justice. Patrick sirota son café. Et maintenant, elle va blaguer pour se prendre une douche froide. Il a ouvert l'accord à l'écran, le tournant vers moi. Cette clause ici, section 4, 2C, couvre tous les biens prénuptiaux et acquis individuellement. Chaque prime que tu as réinvestie, chaque acquisition en solo, c'est à toi, pas à elle. Ça inclut ton compte de studio, la propriété à la plage, les fiducies. Et toute tentative de s'en emparer est une rupture de contrat. Je me suis penché en avant. Et si elle essaie de dire que je l'ai maltraitée, manipulée pour qu'elle signe? Elle peut essayer, dit Patrick froidement. Mais sa signature, le cachet du notaire, le conseil indépendant que tu as payé pour examiner sa version. Tout cela fait de ces allégations rien de plus que du bruit. Du bruit cher et dramatique. Il y avait quelque chose d'étrangement rassurant à entendre tout ça exposé de cette manière. Froid, logique, la version légale de la thérapie, sauf que ça venait avec des clauses et des conséquences. Et s'il s'avère qu'elle a vraiment trompé, ai-je demandé. Patrick a souri. Alors ça devient encore meilleur. Il a ouvert un autre dossier et a pointé un paragraphe surligné. Clause d'infidélité. Tu l'as mise toi-même. Tu te souviens? Si un partenaire est prouvé avoir eu une liaison physique ou émotionnelle, l'autre conserve 90% des biens matrimoniaux. Elle pensait que tu étais vindicatif. Je pensais que tu étais prophétique. J'ai fixé l'écran, un long souffle quittant mes poumons. C'était surréaliste, comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîte après des années à se demander pourquoi il n'allait pas tout à fait. Patrick se pencha en arrière, croisant les mains. Alors, qu'est-ce que tu veux, Eric? Honnêtement, j'ai regardé par la fenêtre, observant les voitures se déplacer comme des fourmis en bas. Je veux qu'elle comprenne qu'on ne peut pas blesser quelqu'un et s'en sortir indemne. Je veux qu'elle ressente les conséquences, pas la rage, juste le règlement de compte. Patrick a hoché lentement la tête. Alors nous commençons aujourd'hui. Pas de grands coups, pas de menaces, juste des pas lents et prudents. Pense aux échecs, pas à la boxe. Je me suis levé, café à la main. Je suis bon aux échecs. Il a souri à nouveau. Tu l'as toujours été. Je n'aurais juste jamais pensé que tu y jouerais contre ta propre femme. En sortant de son bureau, quelque chose s'est apaisé en moi. Pas la paix, exactement, mais un but. Pour la première fois depuis des semaines, je ne réagissais plus. Je planifiais. Et Méline, elle n'avait aucune idée que le jeu avait déjà commencé. En milieu d'après-midi, la maison était toujours plongée dans ce genre de silence qui vous donne l'impression que le temps lui-même retient son souffle. Méline était sortie, yoga ou brunch ou toute autre performance qu'elle offrait au monde extérieur à notre mariage. Elle avait cessé d'annoncer où elle allait il y a des semaines. J'avais cessé de demander encore plus tôt. J'ai verrouillé la porte derrière moi, posé ma mallette et suis entré dans le bureau. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en bande dorée et nette, tombant sur la bibliothèque, le fauteuil en cuir et le bureau où tout allait commencer. J'ai allumé l'ordinateur portable, les doigts stables. Une tasse de café fumant à côté de moi, intacte. Mon pouls ne s'accélérait pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. En fait, je me sentais calme, comme quelqu'un entrant dans une pièce qu'il a déjà cartographiée dans son esprit. Clic portail bancaire, nom d'utilisateur, mot de passe, authentification à 2 facteurs. Clic les comptes joints s'animent à l'écran. Courant, épargne, investissement, tous ces petits pots que nous avions construits ensemble au fil des ans. Vacances, rénovation, projets futurs. Je n'ai pas bronché.
J'ai commencé par la fiducie. Mon nom est le mien seul, financé au fil du temps avec l'argent que j'avais gagné grâce à mon cabinet de conseil en design. Celui qu'elle avait toujours qualifié de « petit boulot d'appoint ». C'est drôle comme le petit boulot d'appoint dépassait maintenant nos revenus communs de 5 chiffres. J'ai initié le transfert. Un compte, puis un autre, puis un autre. Chaque transaction était accompagnée d'une brève ligne de résumé. Je n'ai pas pris la peine de les étiqueter. Les chiffres parlaient assez fort. Clic transfert confirmé. Clic transfert confirmé. Clic transfert en attente d'approbation. Celui-là nécessitait une supervision manuelle. Un appel à la banque. Je m'en occuperai le matin. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil, l'écran brillant toujours devant moi. Le solde des comptes joints diminuait à chaque frappe, remplacé par une promesse calme et silencieuse. Tu ne me prendras plus par surprise. Ce n'était pas une question de vengeance. Pas encore. C'était du confinement, de la précaution. Comme sceller les fenêtres avant une tempête que l'on sait déjà imminente. Sur le mur du fond, une photo de notre 2e anniversaire. Nous sur la côte de l'Oregon, souriant au vent, sa tête sur mon épaule. Je l'ai fixé un moment. Je l'avais aimé autrefois, assez pour ignorer les signes avant-coureurs. Assez pour croire que l'amour seul pouvait dépasser l'arrogance. Mais l'amour ne protégeait pas. La paperasse, si. La discipline, si. La distance, si. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Patrick. Fais-moi savoir quand tous les transferts sont terminés. Nous lancerons la 2e phase depuis la fiducie. J'ai répondu. Fait. Elle ne s'en rendra compte que la prochaine fois qu'elle passera sa carte. Et Dieu m'en soit témoin, une partie de moi espérait être là quand ça arriverait. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis levé et suis allé à la cuisine. L'air sentait les agrumes et quelque chose de légèrement floral. Une de ces bougies parfumées qu'elle insistait pour allumer, mais ne remarquait jamais quand elle se consumait trop bas. Le silence persistait. Mais maintenant, il était différent. Pas vide, pas impuissant. Il était délibéré. Chaque pas que je faisais maintenant était une décision. Chaque mouvement, une réponse à une question qu'elle n'avait pas encore posée, mais qu'elle poserait. Qu'elle joue ses jeux. Qu'elle flirte avec les fantômes de ses anciens amants et se vante de choses qu'elle pensait pouvoir m'ébranler. Pendant qu'elle paradait, je restructurais, pas seulement les comptes, mais le pouvoir. Et Méline, elle sirotait toujours du vin à la table de quelqu'un d'autre, ignorant que son monde avait déjà basculé sous ses talons. Elle est rentrée comme un coup de tonnerre. Bruit de clé, talons qui claquent. La porte s'est ouverte plus fort que nécessaire. Eric, a-t-elle crié avant même d'être complètement à l'intérieur. Je n'ai pas répondu. J'étais dans la cuisine, coupant une orange avec la même précision calme que j'avais utilisée pour vider la moitié de nos comptes quelques heures plus tôt. La voix de Méline a traversé la maison. Où est la carte? Toujours sans parler. Juste une tranche de plus. Nette, lisse, avant que je ne me tourne enfin vers elle. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, téléphone à la main, les yeux écarquillés d'incrédulité et de fureur. Ma carte a été refusée chez Nordstrom. Refusée. J'ai haussé un sourcil. C'est fâcheux. Sa mâchoire est tombée, puis s'est refermée, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais l'audace d'être calme. Pardon, dit-elle en s'approchant, la voix montant. Tu trouves ça drôle? Qu'est-ce qui se passe, Eric? On est fauché ou tu essaies de me punir? J'ai posé le couteau, me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai ouvert le tiroir à droite du frigo. Le dossier du mariage était là où il avait toujours été, intact depuis des années, rangé entre les documents d'assurance et de vieilles déclarations d'impôts. Je l'ai sorti, j'ai feuilleté les pages jusqu'à trouver celle dont j'avais besoin et je l'ai posé doucement sur le comptoir entre nous. Méline a regardé le document comme s'il était écrit dans une autre langue. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, bien qu'elle le sût déjà. J'ai tapoté la clause vers le bas. Contrat de mariage, section 4, 2C. Tu te souviens de la clause que tu as qualifiée de paperasse paranoïaque? Celle dont tu as ri devant ta sœur. Tu te souviens? Elle protège tout ce que j'ai gagné avant et pendant le mariage. Compte personnel, bénéfice d'entreprise, bien titré uniquement à mon nom. Son visage a légèrement pâli. Je me suis penché en avant, pas pour l'intimider,
juste pour m'assurer qu'elle ne puisse pas se méprendre sur le ton. Tu as passé la dernière année à te comporter comme si c'était ton royaume. Mais ça ne l'est pas. Et quand tu t'es moqué de moi hier soir au dîner, tu m'as rappelé exactement pourquoi je me suis protégé il y a toutes ces années. Méline a ricané. Donc c'est une question d'ego blessé. Tu me punis financièrement parce que j'ai dit quelque chose de méchant au dîner. Méchant, dis-je, la voix toujours basse. Non, Méline, tu as franchi la ligne. Tu savais exactement ce que tu faisais. Et maintenant, je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'établis le contrôle. Elle a cligné des yeux. Le contrôle? Tu crois que je vais te laisser me manipuler avec un tas de petits caractères? Non, dis-je. Je crois que le contrat s'en chargera tout seul. Elle a attrapé le papier, le parcourant maintenant plus vite, les yeux balayants. Puis sa main a légèrement tremblé. Je l'ai remarqué, et je savais qu'elle avait remarqué que je l'avais remarqué. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle, plus bas maintenant. Je l'ai déjà fait. Elle a levé les yeux. Tu es cruel. Non, dis-je, la cruauté, c'est de dire à ton mari que quelqu'un d'autre était meilleur au lit et de t'attendre à ce qu'il continue de payer pour ton style de vie comme si de rien n'était. Méline a ouvert la bouche, l'a refermée. Cette arrogance qu'elle portait comme un parfum, elle se fissurait. J'ai replié le document et l'ai remis dans le tiroir, lentement, délibérément. Il y a une autre clause, ai-je ajouté nonchalamment en me retournant vers l'orange. Si l'infidélité est confirmée, émotionnelle ou physique, tu pars sans rien, même pas la voiture. Juste pour que tu le saches. Silence. Elle me fixait, les lèvres entr'ouvertes, des mots se formant mais échouant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose d'inhabituel dans son expression. Le doute, réel, ébranlé, sans phare. Je suis passé devant elle, j'ai ramassé les tranches d'orange et j'en ai mis une dans ma bouche. Elle n'a pas bougé, n'a pas parlé, ne savait pas quoi faire, ce qui signifiait que pour la première fois dans ce mariage, c'était enfin moi qui tenais le silence, et je n'allais pas le lâcher de sitôt. Patrick a fait glisser son ordinateur portable sur la table alors que je sirotais la seconde moitié de mon expresso. Nous étions assis dans une banquette d'angle d'un café tranquille du centre-ville, terrain neutre, lumière tamisée, bruit de fond, le murmure des conversations qui nous offraient de l'intimité sans l'isolement d'un bureau. Il a fait craquer ses doigts et a souri comme un homme sur le point de démanteler un château de cartes. Instagram, dit-il. Son confessionnal préféré. Prêt pour ça? J'ai hoché la tête une fois. Commençons. Le profil de Méline était public. Bien sûr qu'il l'était. Elle aimait l'attention. Chaque photo soignée, chaque légende pensée comme si elle faisait partie d'une campagne. Mais sous tout ce vernis, je pouvais déjà voir les schémas émerger. Patrick a fait défiler. La voilà sur le toit de l'hôtel Gold Ivy, souriant au-dessus d'une coupe de champagne. Légende, parfois, le ciel connaît vos secrets. Tagué, @Elia Jacqueline. Elia, dis-je en plissant les yeux. Il est nouveau. L'historique des tags indique qu'il est apparu dans 12 publications au cours des 2 derniers mois, a répondu Patrick, ouvrant déjà un deuxième onglet. Certaines publiques, certaines supprimées. Il a tapé quelques touches et a affiché une capture d'écran archivée d'une publication qu'elle avait retirée la semaine dernière. Les voilà, épaule contre épaule à une dégustation de vin, sa main légèrement posée sur sa poitrine. La légende disait, les associations inattendues sont toujours les meilleures. N'était-ce pas la nuit où elle a dit qu'elle dînait avec un client, ai-je demandé. Patrick a souri. Oui. Et le tag de localisation la place à cet événement précis, pas du tout près du lieu supposé du client. Je me suis penché, scannant les eurodatages, les likes, les commentaires. Des dizaines d'émojis en forme de cœur, des blagues privées dans les commentaires. Des photos postées à 23h53 un mardi. Ça, a dit Patrick, c'est ce que nous appelons une piste de miettes de pain, et nous allons la suivre jusqu'au bout. Nous avons ouvert un lecteur partagé et avons commencé à tout archiver. Capture d'écran, lien de publication, métadonnées. C'était clinique, détaché, comme trier des preuves sur une scène de crime que je n'avais même pas réalisé être encore chaude. Nous sommes passés à la section des photos où elle était identifiée. Des publications d'amis, de connaissances, d'autres hommes qu'elle prétendait n'être que des collègues. L'une d'elles a attiré mon attention. C'était une photo de groupe, à moitié éclairée, prise dans un bar.
Mais elle était là, blottie contre Elia, sa main reposant légèrement sur sa jambe sous la table. Zoom. Amélioration. C'était là. Je n'avais plus besoin de spéculer. L'intimité n'était pas performative. Elle était inconsciente, familière, le genre de proximité qui n'existe pas entre amis. Patrick a pris une lente gorgée de café, puis a dit platement. Elle n'essaie même pas de le cacher. Elle a juste supposé que tu ne faisais pas attention. J'ai hoché lentement la tête. Elle a toujours dit que la transparence était un choix, pas une obligation. On dirait qu'elle a mal choisi. Un autre clic sur le clavier et Patrick a fait apparaître un outil qu'il appelait Ghost 5, un système d'archivage basé sur l'IA qui récupérait des sauvegardes de publications, d'histoires et de légendes supprimées. Elle a commencé à modifier des choses, a-t-il dit. Regarde cette légende, mise à jour il y a 3 jours. Une photo d'un voyage qu'elle t'a dit être un moment en solo. Elia était là. Je n'ai pas ressenti de rage, juste un sens plus aigu de la clarté. Elle pensait que supprimer effacerait la piste, mais elle avait déjà laissé assez d'empreintes numériques pour cartographier toute l'affaire en HD. Nous avons travaillé en silence pendant près d'1 heure. Chaque emoji, chaque horodatage, chaque blague privée et coquine enregistrée avec une précision silencieuse. Au moment où nous avons fermé les ordinateurs portables, nous avions un dossier intitulé « Méline volume 1 ». Patrick s'est étiré. Ce n'est que la couche sociale. Si elle est négligente ici, imagine à quoi ressemblent ces emails. Je me suis levé, et laissé un billet de 20 sur la table. On y viendra. Alors que nous sortions, le soleil s'était couché derrière les bâtiments, laissant les rues baignées d'une lumière ambrée précoce. Patrick m'a regardé. Ça va? J'y ai pensé un instant. Non, ai-je dit honnêtement, mais je suis prêt. Parce que maintenant, j'avais quelque chose de plus précieux que la colère. J'avais la vérité, et les preuves pour l'étayer. Ça a commencé par le silence. Puis la panique déguisée en contrôle. Le lendemain matin, j'ai ouvert Instagram par habitude, non pas pour faire défiler, mais pour confirmer une théorie. Et c'était là. Une par une, ces publications disparaissaient. La photo sur le toit, partie. La dégustation de vin avec Elia, supprimée. La photo de groupe où sa main s'attardait juste un peu trop longtemps, maintenant une erreur 404 introuvable sur le serveur de sauvegarde. J'ai souri pour moi-même. Elle avait enfin réalisé que les murs bougeaient. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait même pas commencé à comprendre, c'est que tout ce qu'elle effaçait avait déjà été préservé. La voix de Patrick a bourdonné dans mon oreille via le Bluetooth. Elle supprime des publications, des légendes, des fiches de commentaires, elle a même verrouillé son compte il y a 10 minutes. Tout est archivé, n'est-ce pas, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il a ri. Eric, j'avais des captures d'écran avant même qu'elle ne clique sur publier. Elle passe le balai dans une maison en feu. La métaphore m'a fait sourire. Dans son esprit, c'était encore récupérable. Quelques photos supprimées, quelques légendes révisées, et elle réécrirait sa chronologie comme une équipe de relations publiques qui gère une crise. Mais les vrais dégâts ne sont pas publics. Ils sont personnels. Je me suis assis à mon bureau à la maison, j'ai ouvert le lecteur partagé et j'ai regardé Patrick télécharger un nouveau dossier, Journal des révisions. Chaque publication supprimée était listée à côté de son horodatage et de la capture d'écran correspondante. Une colonne croissante intitulée « Légende modifiée » mettait en évidence chaque révision qu'elle avait faite au cours des dernières 48 heures. Certaines étaient subtiles. Une photo de dîner qui disait autrefois « La meilleure compagnie en ville » disait maintenant simplement « Super nourriture ». D'autres étaient maladroites. Une story identifiée avec Elia avait été remplacée par une story vide. Pas de filtre, pas de localisation, pas de tag. Comme si elle voulait que les gens oublient qu'il avait jamais existé. Elle est en mode panique totale, a dit Patrick. Ce qui signifie qu'elle a peur. Elle devrait, ai-je répondu. J'ai cliqué dans le dossier, étudiant sa panique numérique. L'effort était presque admirable. Elle était rapide, persistante, méthodique, mais trop tard. Bien trop tard. Une nouvelle notification est apparue. Méline venait de publier un tas de photos dans ses stories. Des clichés esthétiques de tasses de café, de son chien, d'une vieille couverture de livre, un selfie maussade en noir et blanc. Une manœuvre de relations publiques pas si subtile. J'ai cliqué sur chacune d'elles,
regardant la performance se dérouler. Elle se réinventait, non pas comme une femme prise en flagrant délit de trahison, mais comme quelqu'un de réfléchi, d'ancré, du type poétique et blessé qui a traversé beaucoup de choses. Patrick a reniflé en regardant ça aussi. Elle adoucit le récit. Laisse-la faire, ai-je dit. Il a fait une pause. Tu penses qu'elle se doute de ce que nous faisons? Peut-être, mais elle ne sait pas jusqu'où ça va. Pas encore. J'ai fermé l'onglet et me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Elle pense qu'elle efface le passé, dis-je doucement. Mais ce qu'elle fait vraiment, c'est le confirmer. Parce que seuls les coupables paniquent. Seuls les menteurs nettoient avant d'être accusés. Et Méline, elle passait pratiquement la serpillière en talons hauts. Plus tard ce soir-là, elle est entrée juste au moment où je me versais un verre de vin. Son maquillage était léger, presque trop naturel, et son ton mielleux. « Salut, dit-elle, je postais juste quelques trucs de cette semaine. » J'avais l'impression d'avoir besoin de me vider la tête. Je me suis retourné, croisant son regard. « Te vider la tête ou ton historique ?» Elle a cligné des yeux. Il y a eu une lueur dans son regard, comme si elle voulait demander à quel point j'en savais, mais ne pouvait pas risquer d'entendre la réponse. Alors, elle a souri à la place. Parfois, on a tous juste besoin de repartir à zéro. J'ai levé mon verre. Au nouveau départ. Puis elle a doucement trinqué son verre au mien. Ses doigts tremblants de manière presque imperceptible. Et c'est là que j'ai su qu'elle le sentait maintenant. Le changement, la désintégration lente et silencieuse du pouvoir dont elle s'enveloppait autrefois comme de la soie. Et aucune réécriture de légende ne pouvait changer ça. Je savais que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré dans notre rue. Le camion de déménagement était garé en travers de l'allée, ses feux de détresse clignotant comme une fusée d'avertissement. Deux hommes en uniforme gris transportaient un canapé en bas des marches. L'un d'eux riait nerveusement, comme s'il n'était pas sûr de quel côté il était. J'ai ralenti la voiture, j'ai regardé un instant, puis je me suis garé sur le bas-côté. La voix de Méline a fendu l'air avant que je puisse ouvrir la portière. Non, non, non. Celui-là y va. Le miroir aussi. Tout ce que nous avons acheté ensemble, prenez-le. Elle se tenait sur les marches du perron comme un général dirigeant ses troupes, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de soleil malgré les nuages, agitant les bras en aboyant des instructions. Dès qu'elle m'a repéré, sa posture s'est raidie. Je suis sorti, j'ai verrouillé la voiture et j'ai marché vers la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, bien que la question fût presque rhétorique. Elle n'a pas hésité. « Je prends ce qui m'appartient. » Les voisins regardaient déjà. Le vieux monsieur Howard d'en face était figé avec son arrosoir. Un adolescent qui filmait sur son téléphone faisait semblant d'envoyer un SMS. Les déménageurs étaient pris au milieu, tenant notre tapis de salon comme s'il s'agissait d'une preuve dans un litige de garde. « Tu as programmé des déménageurs sans me le dire ?» ai-je demandé, gardant ma voix stable. Méline a croisé les bras. « Ce sont des biens communs. Tu n'as pas le droit de m'exclure de ma propre vie, Eric. Les biens communs sont très clairement définis, ai-je dit calmement. Et j'adorerais te voir essayer d'expliquer ça au tribunal. » Elle s'est approchée. « Tu crois que j'ai peur du tribunal? Tu as vidé les comptes sans prévenir. Comment appellerais-tu ça? Je n'ai pas bronché. De la préparation. » Quelques déménageurs se sont arrêtés, regardant entre nous comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient continuer à travailler ou faire semblant d'ajuster des sangles. La voix de Méline a monté. « Tu es pathétique. Tu crois vraiment que tous ces avocats, ces contrats, te cachaient derrière des documents te rend puissant? Non, dis-je, mais ça me protège. Tu es un lâche. » Je me suis légèrement penché, la voix basse. « Tu as commencé cette guerre avec un sourire en coin et un verre de vin, Méline. Et maintenant, tu n'aimes pas le goût que ça a. » Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Un des déménageurs s'est éclairci la gorge. « Madame, on n'est pas sûr de ce qui doit partir ou rester. » Le type à l'intérieur a dit que l'autre partie conteste tout. Méline m'a lancé un regard venimeux. « Tu les as appelés ?» J'ai haussé les épaules. Je leur ai juste dit de s'attendre à des conséquences légales si quelque chose quitte cette maison qui n'est pas à ton nom. C'est laquelle a craqué. « Tu ne peux pas me contrôler, a-t-elle crié. Tu n'as jamais pu. J'ai tout abandonné pour toi, pour ce mariage stupide. Et à la seconde où les choses deviennent difficiles,
tu te caches derrière ta fichue paperasse. J'ai fait un pas en arrière. Pas par peur, par contrôle. Je ne me suis pas caché, Méline. Je me suis préparé. Tu ne pensais juste pas que j'en aurais jamais besoin. Le vent s'est légèrement levé, faisant bruire les branches au-dessus de nous. Quelques personnes s'attardaient maintenant sur le trottoir, regardant sans regarder. Puis, de manière presque théâtrale, elle s'est tournée vers les déménageurs. Très bien, a-t-elle lancé. Remettez tout en place. Apparemment, j'ai épousé un homme qui a besoin d'un tribunal pour gagner une conversation. Elle est passée devant moi en trombe, son épaule heurtant durement la mienne. À l'intérieur, j'ai entendu des tiroirs claquer. Peut-être par frustration, peut-être juste pour entendre quelque chose se casser. Je suis resté là, entouré de meubles démontés et d'un silence stupéfait. Et quelque part entre le chaos et le calme, j'ai réalisé qu'elle n'essayait pas seulement de prendre le canapé. Elle essayait de reprendre le contrôle. Mais aujourd'hui, elle est partie les mains vides. Je l'observais depuis le perron, elle faisait les 100 pas à l'intérieur comme une tempête en cage. Les déménageurs reculaient déjà le camion dans l'allée, leurs expressions un mélange d'excuses gênées et de soulagement à peine dissimulé. L'un d'eux m'a offert un haussement d'épaule pincé, comme pour dire « on a vu pire ». J'ai fait un signe de tête poli. « Très bien », ai-je marmonné. « Laissez-moi l'aider. » Je suis monté à l'étage sans un mot. L'air dans la chambre était épais, parfumé, tendu. Un champ de bataille déguisé en lin et lavande. La porte de son placard était grande ouverte, des vêtements à moitié sortis et empilés sur le lit comme des corps dans une bataille perdue. Elle ne m'a pas remarqué au début. Elle était en plein cri, le téléphone collé à l'oreille. Non, je ne reste pas ici une nuit de plus. Il rend les choses impossibles. C'est de la maltraitance, Becca. Financière, émotionnelle, légale. Choisis en une. Les déménageurs ne pouvaient même pas toucher une chaise sans qu'ils ne menacent de les poursuivre. Elle m'a aperçu dans le miroir et s'est retournée brusquement. N'y pense même pas, a-t-elle commencé. Mais j'ouvrais déjà la fenêtre. Eric, qu'est-ce que tu fous? J'ai ouvert sa valise, celle qu'elle gardait sous le lit, la rose vif avec des fermetures éclairs dorées. Celle qu'elle utilisait pour les week-ends entre filles et les retraites qu'elle disait toujours être trop relaxantes pour les partenaires. J'ai commencé à y mettre quelques robes, une pile de cosmétiques de la coiffeuse, des chaussures encore dans leur sac à poussière. Des plis rapides et efficaces. Pas de colère, juste des affaires. Eric, a-t-elle crié en marchant vers moi. Pose ça. Mais je n'ai pas arrêté. Une main sur le cadre, j'ai soulevé la valise et l'ai doucement descendue par la fenêtre. Elle a atterri avec un bruit sourd sur la pelouse en dessous. Puis je suis retourné au placard. Son visage est devenu blanc. Tu es fou. Non, dis-je en ramassant une poignée de cintres. Juste à bout. J'ai jeté une veste par la fenêtre, puis un sac à main de créateur, puis une pile de chemisiers en un joli petit arc dehors. Quelques déménageurs traînaient encore près du camion. L'un d'eux a ri, donnant un coup de coude à l'autre en regardant. Eric, arrête. Pourquoi? Ce sont tes affaires, non? Les biens communs n'incluent pas ce sac Chanel que ton ex t'a offert il y a 3 ans. Ou devrais-je ajouter ça au dossier du tribunal aussi? Elle était figée maintenant. Pas de peur, juste d'incrédulité. Comme si elle avait tenu un jeu de cartes truqué si longtemps qu'elle avait oublié que le jeu pouvait changer. J'ai jeté un autre sac, puis son diplôme d'université encadré. Puis, parce que je me sentais poétique, le peignoir en soie qu'elle portait toujours après les cours de pilates. Le peignoir a flotté comme un drapeau de reddition en descendant. Elle s'est jetée en avant. C'est cruel. J'ai arrêté, me suis tourné pour lui faire face. Non, Méline. La cruauté, c'était de sourire au dîner pendant que tu me découpais avec une histoire sur ton ex. La cruauté, c'était de prétendre être au-dessus de tout ça pendant que tu jouais tes petits jeux derrière un écran. Sa respiration est devenue superficielle, rapidement. Tu crois que ça te fait gagner quelque chose, a-t-elle chuchoté. Je me suis approché, la voix froide. Je ne joue pas pour gagner. Je reprends juste les morceaux que tu n'as jamais mérités. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. Et honnêtement, peut-être qu'elle ne le reconnaissait pas, parce que l'homme qui suppliait pour la paix était parti. À sa place se tenait quelqu'un qui savait exactement comment faire passer un message sans élever la voix,
sans poser la main, sans enfreindre une seule loi. Juste une fenêtre, une valise, un message. Au moment où je suis redescendu, la pelouse ressemblait à une vente de boutique qui avait mal tourné. Des sacs à main dans l'herbe, des écharpes accrochées aux branches, cette valise rose posée poliment sur le trottoir. Je me suis versé un verre et j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle sortait, ses mains flottant inutilement au-dessus de ses affaires, ne sachant même pas par où commencer. Un des déménageurs l'a applaudi lentement. Elle ne l'a pas bien pris. J'ai levé mon verre à la fenêtre et me suis murmuré, échec. Les tribunaux sont des endroits étranges. Si silencieux, si structurés, comme un deuil habillé de beige et de marbre. Même l'air semble immobile, comme s'il attendait de rendre son jugement. Je me suis assis à la table du demandeur, les mains jointes, calme, posé. Le costume que je portais était taillé sur mesure mais discret, gris foncé, sans cravate. Je ne voulais impressionner personne. Je voulais juste que la vérité fasse ce qu'elle fait de mieux quand on lui en laisse le temps, détruire la fiction. Méline est entrée quelques minutes après moi, bras dessus bras dessous avec son avocat, un homme bien soigné avec une coupe de cheveux qui coûtait probablement plus cher que mes frais de dossier. Elle portait du blanc. Bien sûr qu'elle en portait. La performance était toujours bien vivante. Même ici, elle ne m'a pas regardé. Le juge, une femme dans la cinquantaine avec une expression taillée dans la pierre, nous a appelés à l'ordre. Les voix ont baissé, les postures se sont redressées. L'air est devenu plus tendu. L'avocat de Méline s'est levé le premier. Votre honneur, a-t-il commencé doucement. Ce que nous avons ici est un schéma clair de distance émotionnelle, de comportement contrôlant et de manipulation financière. Ma cliente a été soumise à un mariage froid et transactionnel dans lequel l'affection a été remplacée par la surveillance et l'intimité par le jargon juridique. Ceci, a-t-il fait un geste vers moi avec un dédain presque théâtral, n'est pas un mari. C'est un gardien. Quelques têtes dans la galerie ont hoché la tête. Les gens adorent une histoire de victime bien racontée. Je n'ai pas réagi. Qu'il peigne le méchant. C'était son travail. Puis Patrick s'est levé. Il n'a pas fait de geste. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement ouvert son ordinateur portable, l'a connecté à l'écran du tribunal et a laissé la première diapositive remplir l'écran. Une publication Instagram, Méline et Elia. Champagne sur le toit. Légende, certaines auteurs valent le risque. Puis la suivante, et la suivante. Chacune accompagnée de métadonnées, d'horodatage, de tags de localisation, de fils de commentaires. Des photos de vacances en solo, soudainement plus si solo. Des messages privés, des stories archivées, même des captures d'écran de légendes révisées avec des horodatages prouvant les modifications. Chaque mensonge exposé comme une mosaïque. Le sang-froid de son avocat a commencé à se fissurer vers la troisième photo. Objection. Pertinence. Le juge a levé la main. Rejeté. Continuez. Puis sont venus les reçus. Journaux de bord du beurre, réservation d'hôtel, frais de carte de crédit liés à son Venmo caché. L'affaire n'était plus une spéculation. Elle était programmée, planifiée, payée. Au moment où Patrick a terminé, l'écran affichait une diapositive de résumé avec 2 lignes en gras. Infidélité confirmée. Clause 4.3 activée. Le contrat de mariage était clair. Si elle trompait, physiquement ou émotionnellement, sa prétention aux biens matrimoniaux tombait à zéro. Le juge a feuilleté le dossier devant elle. Madame Lanfort, a-t-elle dit, s'adressant à Méline pour la première fois directement. Contestez-vous ces enregistrements? Méline a bougé. Sa voix était plus basse maintenant. Non, votre honneur. Son avocat a marmonné quelque chose, puis s'est levé et a demandé une brève suspension. Le juge a refusé. Demande rejetée. Conseil, je vous suggère de conseiller à votre cliente que ce tribunal ne récompense pas la malhonnêteté, surtout quand elle nous fait perdre notre temps. Son avocat s'est rassis. Puis, dans un geste que je n'attendais pas, il a fait glisser le dossier loin de lui et s'est reculé de la table. Il en avait fini. Méline s'est tournée vers moi. Alors, enfin, ses yeux n'étaient plus en colère, ni suffisants, ni supérieurs. Ils étaient vides. Elle ressemblait à quelqu'un qui était entré dans un jeu en pensant que les règles se plieraient à son charisme, pour découvrir que le charme ne fonctionne pas sur les chiffres, les preuves ou la loi. Le juge s'est éclairci la gorge. À la lumière des preuves,
le tribunal ne trouve aucun fondement aux demandes présentées par l'intimé. L'accord prénuptial est valide et exécutoire. La division complète des biens se fera conformément à ces termes. Le jugement final sera rendu dans la semaine. Coup de marteau. C'était fini. Et comme ça, elle a tout perdu. Pas de pension alimentaire, pas de maison, pas d'économie, pas de performance à donner. Alors que la salle se vidait, Méline est restée assise un instant. Sa robe blanche maintenant crue contre le décor feutré. Un symbole d'innocence qui n'a pas survécu au contre-interrogatoire. Je suis passé devant elle en sortant, j'ai ralenti un demi-souffle, non par malice, juste pour confirmer qu'elle avait compris. Sa main a tressailli comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Il n'y avait plus rien à dire. À l'extérieur du palais de justice, l'air était différent, plus léger. Le soleil avait percé les nuages et le vent portait cette vivacité du début de l'automne, assez frais pour sentir le changement. Patrick m'a rejoint sur les marches, lunettes de soleil déjà en place, sac d'ordinateur portable nonchalamment jeté sur son épaule. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai expiré lentement. « Oui », ai-je dit. « Je vais enfin bien. » Parce que la justice n'était pas bruyante. Elle était silencieuse, approfondie, indéniable. Et parfois, elle portait un costume sur mesure et sortait par la porte d'entrée sans plus rien avoir à prouver. Elle est arrivée sans frapper. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il était un peu plus de minuit quand j'ai entendu le léger tapotement de ses phalanges sur la porte. Plus un rythme qu'une demande. Je l'ai ouverte, m'attendant à moitié à un coursier d'avocat ou à un coup de dernière minute. Mais elle était là, Méline, les cheveux lâchés, bouclés, cette robe cramoisie qu'elle réservait aux soirées entre filles, celle qui lui donnait toujours l'impression d'être intouchable. Lèvres glossées, parfum juste assez léger pour suggérer l'intimité. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si elle y appartenait. « On peut parler ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas bougé. Parler, ou réécrire la fin. Elle a eu un sourire crispé. Tu as toujours été poétique. Je me suis écarté sans un mot, je l'ai laissé entrer, je l'ai regardé faire des pas lents et délibérés à travers le seuil comme si elle revenait dans quelque chose qu'elle pensait encore être à elle. Elle s'est tournée vers moi dans le salon, ses doigts traçant le dossier du canapé. J'ai réfléchi, peut-être qu'on n'est pas obligé d'être ennemis. J'ai penché la tête. C'est ce que nous étions? Elle a levé les yeux alors, grand, vulnérable, étudié. Je ne suis pas venu ici pour me battre, Eric. Je suis venu parce que peut-être qu'on a précipité les choses. Le tribunal, les cris, la cruauté, ça a dégénéré. J'ai attendu. Elle s'est approchée. On a eu de bonnes années. On a ri, on s'est aimé, on a construit quelque chose qui ne disparaît pas parce qu'on s'est perdu en chemin, un autre pas. Peut-être qu'on pourrait se retrouver. Elle a tendu la main, ses doigts effleurant les miens. C'était étudié, intentionnel, juste assez de proximité pour réveiller de vieux instincts. Un mouvement conçu pour confondre la mémoire avec le désir. Mais je n'étais pas confus. Plus maintenant. J'ai reculé doucement. Désolé, dis-je, la voix calme. J'ai déjà couché avec quelqu'un de meilleur que toi. Son expression s'est fissurée, juste une fissure capillaire, mais je l'ai vue. Son masque a glissé. Et à ce moment-là, debout dans le silence de la maison qu'elle avait autrefois gouvernée, Méline a réalisé la vérité. Elle n'avait plus aucun pouvoir. Elle s'est détournée rapidement, essayant de cacher son visage, faisant semblant d'ajuster la sangle de son sac. Tu n'es pas obligé d'être cruel, Eric. Je n'ai pas répondu, car la cruauté aurait été de prétendre que je m'en souciais encore. Elle a fait une pause à la porte, a jeté un dernier regard en arrière. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, pas la version soignée, pas le sourire d'Instagram, mais la femme qui a essayé de brûler la maison et qui a été surprise quand le feu l'a touchée aussi. Ça s'est terminé le jour où tu as souri à table et m'as tendu un couteau, ai-je dit. Ça, c'est juste le nettoyage. Elle a hoché la tête une fois. Plus de combat. Puis elle est partie et je ne l'ai pas regardée s'éloigner, parce que la seule chose pire que la trahison, c'est de lui donner une seconde chance. Le bar était calme, juste comme je l'aimais. Murs de briques apparentes, lumière ambrée et chaude, le faible son du jazz qui fredonnait dans les haut-parleurs. Pas d'écran, pas de distraction,
juste 2 verres de whisky et un homme qui n'a jamais dit une seule fois, je te l'avais bien dit. Patrick a levé son verre. Au contrat et à l'intuition. J'ai souri. À signer d'abord et à sortir ensemble après. Nous avons trinqué. La brûlure était familière, purificatrice. Tu sais, a-t-il dit en faisant tourner son verre, tu as failli ne pas signer ce contrat de mariage. Je me souviens de la nuit d'avant. Tu étais nerveux, tu disais que ça te semblait froid. C'était le cas, ai-je admis. À l'époque. Et maintenant? J'ai expiré, j'ai regardé le grain du bois de la table. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un gilet de sauvetage et un miroir. Un miroir? J'ai hoché la tête. Il ne m'a pas seulement protégé. Il m'a montré qui elle était vraiment quand tout était en jeu. Pas de filtre, pas de dentelle, juste des choix. Patrick s'est penché en arrière, les yeux pensifs. La vérité se montre toujours quand l'argent est sur la table. Nous sommes restés silencieux un moment. Pas le genre de silence gênant. Le genre partagé par des hommes qui en ont assez vu, assez perdu, et qui en sont sortis plus intelligents. Finalement, il a demandé, « Elle te manque ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Celle que je pensais qu'elle était me manque. La version que j'ai construite dans ma tête. Mais la vraie Méline? J'ai secoué la tête. Non, faire semblant ne me manque pas, il a hoché lentement la tête. Tu es libre maintenant. Ça ne se sent peut-être pas encore comme ça, mais tu le es. J'ai fini la dernière gorgée de mon verre et j'ai souri. On dirait le silence, mais le bon genre de silence. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait. Des voitures qui passaient, des vies qui se déroulaient. Mais la mienne, elle était enfin à nouveau la mienne. Et cette fois, je ne la confierai à personne qui ne l'aurait pas mérité.